Bonjour, Delphine Bailly, groupe EDF. Merci pour cette présentation. Il y a juste quelque chose que j'aurais voulu éventuellement partager, avoir une réaction éventuellement de la salle quand on dit que l'entreprise doit identifier ce qui est essentiel, pertinent. Ça, effectivement, je crois que c'est le progrès vers lequel on doit tous aller. Et EDF en fait également partie, de définir ce qu'est la matérialité ou la pertinence, pour reprendre les mots de mon ami et collègue Pierre. Néanmoins, il était dit qu'on doit, même si l'entreprise n'est pas prête à le gérer et à le monitorer ou à le reporter. C'est quelque chose qui me semble un peu encore, je ne sais pas si le mot est juste, mais brutal. Et je ne sais pas si une entreprise serait, bon, peut-être que je suis naïve, mais prête à prendre ce risque de se dire, j'affiche, l'identifier c'est une chose, mais est-ce que j'affiche clairement que j'ai identifié cet impact et c'est un enjeu, et pour autant, j'ai pas d'informations dessus, quantitative, peut-être assez faiblement qualitative, et donc par là même, j'ai pas mis en place pour l'instant de plan d'action visant à le monitorer, à l'améliorer. Donc l'identifier pour moi c'est une chose, mais discloser et reporter sur le fait que je ne maîtrise pas cet impact, ou alors j'ai mal interprété ce qui a été dit. D'accord, je vais peut-être prendre une deuxième question et répondre à la vôtre par la suite. Je note. Est-ce qu'on a une autre question dans l'Assemblée ? Oui, bonjour. Allô ? On m'entend là ? Oui. Donc Benjamin Bergeron, en charge des questions de RSE chez Bull. Moi, je voudrais revenir sur le petit tableau que vous nous avez présenté, où on situe en fait les enjeux en fonction de leur importance pour les parties prenantes et puis leur impact. J'imagine que la réponse est dans le tableau et que vous allez me l'expliquer, mais j'ai pas bien vu où se situer du coup, et j'aurais presque aimé une troisième dimension, où se situait l'importance des enjeux pour l'entreprise elle-même, pour sa performance, pour son développement. Voilà, et je voulais vous interroger sur le sujet. D'accord, merci pour vos questions. Donc je vais peut-être, maintenant qu'on a le slide ici, si ça vous convient, commencer par la deuxième question. Ceci est une matrice qui est donnée par le GRI en termes de conseils. Si l'organisation pense que d'autres matrices sont plus appropriées en fonction de leur stratégie, en fonction de ce qu'elles veulent faire paraître dans leur rapport de développement durable, il est tout à fait possible de développer plusieurs matrices. L'idée ici, c'est de vraiment de manière visuelle et transparente, de pouvoir établir et de pouvoir dire aux parties prenantes et aux lecteurs comment ai-je identifié, par quel processus je suis passé pour identifier que ces aspects soient pertinents. Si donc cet axe-là ne correspond pas forcément à ce que l'entreprise définit comme impact et comment elle veut définir ses impacts, il est possible de pouvoir changer cet axe-là. Après, il est important de toujours garder en tête les éléments, les principes de contenu que j'ai décrits, qui sont pertinence, implication des parties prenantes, exhaustivité et contexte de développement durable. Mais il est tout à fait possible de développer plusieurs matrices et de pouvoir à la fin avoir un résultat final qui, l'idée est vraiment de pouvoir être très transparent et de pouvoir expliquer par quel processus on est passé pour identifier les aspects pertinents. J'espère avoir répondu à votre question. Et pour ce qui est de notre première question, certes, il est difficile, on entend qu'une entreprise qui ne connaît pas encore et qui ne peut pas encore mesurer les impacts, il est difficile de pouvoir le communiquer et on comprend. L'idée est vraiment de pouvoir, si un élément a été identifié pertinent, de le reconnaître comme pertinent. Après, il y a le DMA, donc la description de l'approche managériale, qui est vraiment une approche qualitative et positive de l'organisation. Donc ça va vraiment être le moment où l'organisation va pouvoir raconter l'histoire et va pouvoir dire à ses parties prenantes et aux utilisateurs des lignes directrices, voilà où on en est, nous avons identifié que cet aspect est pertinent, voilà ce que nous allons mettre en place prochainement pour gérer cet impact. Et donc, on espère que l'édition suivante du rapport développement durable, on va pouvoir être de plus en plus détaillé, de pouvoir donner des données, de pouvoir avoir un système qui a été mis en place au fur et à mesure du temps. Mais encore une fois, les G4, c'est vraiment, le reporting est vraiment un parcours où l'organisation doit, rapport après rapport, pouvoir être beaucoup plus détaillé et pouvoir produire un rapport beaucoup plus sophistiqué.
Oui, Juliette, Catherine Puiseux pour TF1. Moi, j'ai une question concernant la lecture qu'en feront les agences de notation, puisque évidemment, un de nos partenaires essentiels dans la lecture du rapport, ce sont les agences. Pour l'instant, malgré les efforts que j'ai pu faire, moi, pour rédiger le reporting au travers des lignes directrices de la GRI, ça n'a pas été récompensé par les agences en ce sens qu'elles ne me le demandent pas, elles ne me remercient pas et j'irais même plus, elles ne l'utilisent pas. Elles ont évidemment leur propre grille de lecture. Donc, est-ce qu'il y a eu à l'occasion de l'élaboration des G4 un dialogue avec les agences de notation et en partie les principales d'entre elles, ou SAM, Vigéo, etc. Est-ce qu'on a une deuxième question au sein de la directrice? Est-ce qu'on a une deuxième question à prendre avant que je réponde à la question de Catherine? Oui, il y a un monsieur là-haut. Oui, bonjour, Sylvain Guilloton, Ecovadis. J'avais une question par rapport au PME. Alors, juste pour répondre à la dame de TF1, nous, on est une agence de notation et on prend en compte l'utilisation du GRI. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que dans les PME, c'était encore très embryonnaire. Et donc, la question, c'est est-ce que derrière cette nouvelle version, il va y avoir des outils spécifiques pour les PME? Cette nouvelle version est très positive car elle va dans le sens des PME, dans le sens où elle met l'accent sur ce qui est important et Dieu sait si, et seul sait si, que les PME manquent de ressources et donc un reporting axé sur l'essentiel ou sur le pertinent plutôt qu'un reporting entre guillemets bureaucratique, elles vont l'accueillir avec très positivement. Par contre, le paradoxe, c'est que pour le faire, elles ont quand même en face d'elles un document qui est assez conséquent. Alors, je sais que vous avez mis en place des formations, mais peut-être qu'il y a des choses à faire en plus. J'imagine par ailleurs que l'ambition première du GRI, c'est d'augmenter la qualité du reporting des grandes entreprises, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'encore une fois, si on veut que ça se diffuse dans la partie immergée de l'iceberg, en l'occurrence chez les PME, il y a peut-être des outils à faire, et en français en particulier. Et donc je voulais savoir ce que vous aviez prévu, ce qu'il y avait de prévu excusez-moi pour cette question un peu longue, ce qu'il y avait de prévu par le GRI sur ce sujet. Merci. Merci pour vos questions. Donc, comme vous l'avez dit à juste titre, les PME, les G4 ont été aussi pensés pour des rédacteurs novices et pour des PME. Donc, le fait de cibler des éléments essentiels facilite aussi les PME dans la rédaction d'un rapport développement durable. En ayant dit ça, après, il est vrai qu'aujourd'hui, sur le site du GRI, il y a certains éléments qui ont été développés pour les PME et qui leur permettent de leur expliquer un peu comment utiliser les lignes directrices, notamment des vidéos qui peuvent être tout à fait instructives pour les PME. Après, c'est peut-être aussi un axe de développement qu'on peut développer avec le GRI, notamment en France, à savoir peut-être une simplification de comment utiliser pour les PME les lignes directrices. Mais encore une fois, le premier bouquin, la première partie, le premier livre des lignes directrices est assez concentré. Si des éléments importants, les aspects ont été jugés pertinents, on se réfère à la deuxième partie. Donc, chacun des rédacteurs n'a pas à lire 200 pages de ligne directrice. Voilà. Après, peut-être, Teresa, vous voulez répondre à la première question de Catherine Puiseux ? Merci. Concernant la question sur la demande d'informations par les agences, ce qu'on appelle en anglais le rating agencies, c'est vrai que qu'il y a eu une certaine, comment on dit ça, souvent manque d'intérêt ou manque d'information, ou peut-être une tradition de regarder dans d'autres sources d'information, mais ce qu'on voit les dernières années, c'est quand même que ces deux mondes s'approchent entre eux. Si on regarde par exemple le travail de Bloomberg, qui est un des plus grands, ils ont d'énormes databases de 300 000 morceaux d'informations extra-financiers qu'ils utilisent dans le jugement
de leurs conseils qu'ils donnent aux investisseurs, comment on dit ça en français. Donc ça, c'est vraiment un processus qui commence de prendre de force. Il y a aussi des initiatives internationales. Il y a quelque chose qui s'appelle en anglais le GSIR, donc en français le GSIR. C'est une initiative pour regrouper les agences au niveau international pour vraiment créer plus de compréhension, plus de communication entre cette offre de données extra-financières, d'une part des rapports et d'autre part le besoin en information qui est plus visé peut-être pour les agences. Et un autre travail parallèle dont je pense qu'elle a brièvement parlé, c'est le langage XBRL qui est développé. Donc on a aussi maintenant une XBRL G4 qui est donc très codée, qui aussi peuvent être utilisés par certaines agences. Et dernièrement, nous avons Nicole Notin avec nous et tout à l'heure, je pense après le pause thé, elle va nous parler aussi dans un panel. Donc peut-être aussi elle peut contribuer à la réponse de votre question. Merci. Retour à toi, Juliette. Est-ce que nous avons une dernière question peut-être dans le public, monsieur? Et après, on passerons à la pause. Oui, Philippe Cornet à nouveau. J'ai une lecture particulière du G4, si vous me permettez. J'ai vu deux inflexions qui me semblent importantes, ou en tout cas des points qui étaient plus marqués que dans les versions antérieures. La première, c'est le passage d'une vision rétrospective à une vision prospective. Je trouve que le caractère prospectif de la version G4 est largement renforcé. Vous ne le mettez pas en évidence comme un point d'inflexion. Et le deuxième, c'est le lien avec le business model ou la relation ou les éléments financiers. C'est notamment le cas dans impact, risque et opportunité majeure, qui est maintenant découpé en deux parties. Une partie impact et effet prenant en considération les effets dans leur ensemble et les parties prenantes, et une deuxième partie qui concerne l'impact financier. Et notamment l'impact financier prospectif. Alors, pourquoi vous ne mettez pas ces deux points comme étant des éléments d'inflexion et ensuite, de quoi ça résulte par rapport à l'élaboration du G4 en général? Alors, si je peux commencer à répondre, déjà je pense que vos remarques sont positives, donc je voudrais vous remercier pour avoir fait remarquer à l'Assemblée que le G4 aussi couvre ces deux éléments et notamment cette vision prospective. La raison est simple, c'est que l'idée de cette présentation est vraiment de présenter les caractéristiques principales des G4 et de faciliter la compréhension, voilà, pour que tous puissent comprendre au même niveau quels sont les G4 et ce que ça représente en termes de reporting développement durable. Donc cette présentation est concise, on pourrait parler des G4 pendant des heures et des heures, et j'assiste à beaucoup d'événements, notamment par Bastien Buck, qui est le directeur de l'équipe technique du GRI, toujours très détaillé, donc on peut discuter, avoir une discussion pendant des heures sur le G4. Et donc dans cette présentation, nous avons vraiment centré ce qui est les éléments les plus importants, les éléments fondamentaux pour l'ensemble des rédacteurs. Voilà, un élément de réponse. Mais voilà. Je pense que cette session de questions-réponses touche à sa fin, donc je vais laisser Niki reprendre la parole. Merci beaucoup pour votre participation. Et maintenant, nous invitons dans la salle à gestion pour une pause rafraîchissement et réseautage.